Bonjour à toutes et à tous. Depuis des siècles, les plus grands esprits se sont penchés sur une question fondamentale, une question qui nous touche au plus profond. Pourquoi vit-on ensemble? Pourquoi la société? Est-ce que c'est un choix, une nécessité, ou alors quelque chose d'encore plus complexe? C'est justement tout le parcours qu'on va faire ensemble aujourd'hui. La question a l'air toute simple, mais alors les réponses, elles partent dans tous les sens. Pour certains, c'est aussi naturel que de respirer. Pour d'autres, c'est un calcul, un pari, pour éviter le pire. Et pour d'autres encore, c'est le résultat d'un conflit qui ne s'arrête jamais. Ce petit voyage dans le temps va nous aider à y voir plus clair. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour aborder ce sujet immense? Voici notre plan de vol. On va démarrer avec les Grecs et leur rêve de la cité parfaite, puis on verra comment l'idée d'un contrat social a complètement retourné la table. Ensuite, on plongera dans les mécanismes plus concrets de la société, les lois, les conflits, ce qui nous tient ensemble ou nous déchire. Allez, première étape, la Grèce antique. C'est là que tout commence. C'est le berceau de la philosophie politique avec cette recherche d'une harmonie, d'un ordre naturel et juste. Et là, c'est fascinant, on a le maître et l'élève qui s'opposent frontalement. D'un côté, Platon, qui imagine une cité idéale, presque mathématique. Pour lui, la société juste, c'est comme une pyramide bien conçue. En haut, les philosophes qui pensent et dirigent, au milieu, les guerriers qui protègent, et à la base, les producteurs qui nourrissent le tout. Chacun à sa place, pour le bien de tous. De l'autre côté, son élève Aristote lui répond « Mais pas du tout !» Pour lui, la société, ce n'est pas une invention, c'est notre état naturel. L'être humain est un zoon politikon, un animal politique. Vivre en société, c'est dans notre ADN. Et là, attention, on fait un bond de géant dans le temps, presque 2000 ans. On arrive au XVIIe et XVIIIe siècle, et l'idée d'un ordre naturel s'effondre, elle est remplacée par une idée révolutionnaire, la société n'est pas donnée, elle est inventée. C'est un accord, un pacte, un contrat qu'on passe les uns avec les autres. Pour comprendre ce fameux contrat, il faut d'abord imaginer ce qu'il y avait avant. C'est ce qu'on appelle l'état de nature. Mais attention, ce n'est pas une période historique réelle comme la préhistoire. Non, c'est une sorte d'expérience de pensée. On se demande, que se passerait-il si on enlevait toutes les lois, l'État, la police? Que resterait-il de l'humanité? C'est le point de départ de tout. Et cette expérience de pensée, elle va mener à deux visions, mais alors radicalement opposées. Pour Thomas Hobbes, l'état de nature, c'est le cauchemar absolu. L'homme est un loup pour l'homme. Sans un état fort pour nous tenir, c'est le chaos, la guerre de tous contre tous. La vie est violente et surtout très courte. En face, John Locke est beaucoup plus optimiste. Pour lui, même sans état, on a des droits naturels. La vie, la liberté et la propriété. Le problème, c'est que quand il y a un désaccord, il n'y a pas d'arbitre pour trancher. La société sert donc juste à ça, créer un juge impartial. Et c'est là que Rousseau arrive et met un grand coup de pied dans la fourmilière. En gros, il leur dit « vous vous trompez complètement ». Pour lui, Hobbes et Locke ont fait une erreur monumentale. Ils ont décrit un homme sauvage, mais en lui donnant tous les défauts de l'homme civilisé. L'égoïsme, la jalousie, le désir de posséder. En fait, ils n'ont fait que peindre l'homme de leur époque une fois qu'on lui a retiré les lois. Ce tableau y résume parfaitement le débat. Regardons ça de plus près. Première ligne, l'état de nature. Pour Hobbes, c'est la guerre. Pour Locke, une paix plutôt fragile. Pour Rousseau, c'est un paradis perdu, corrompu par l'arrivée de la propriété. Deuxième ligne, la raison du contrat. Chez Hobbes, c'est la peur. On sacrifie sa liberté pour avoir la sécurité. Chez Locke, c'est pour protéger ses droits, surtout la propriété. Et chez Rousseau, l'objectif est bien plus élevé. Retrouver une forme de liberté en créant une volonté générale. Et enfin, le but de l'État. Chez Hobbes, un monstre tout-puissant pour garantir l'ordre, le Léviathan. Chez Locke, un État minimal, un simple arbitre. Et chez Rousseau, l'idéal de la démocratie directe, où le peuple se gouverne lui-même. Ok, on a vu le pourquoi on crée une société. Maintenant, on va s'attaquer au comment. Comment ça marche une société concrètement? On quitte un peu la théorie pure pour plonger dans l'observation des faits. Et pour ça, on a Montesquieu, qui change complètement de perspective. Au lieu de se demander comment la société devrait être, il regarde comment elle l'est. Comme un biologiste, il observe, il compare. Il se rend compte que les lois ne sortent pas de nulle part. Elles dépendent du climat, de la géographie, de la culture, du type de gouvernement. Il cherche la logique cachée derrière tout ça, l'esprit des lois. Et puis, Karl Marx arrive. Et là, l'ambiance change du tout au tout. Pour lui, pour comprendre une société, il ne faut pas regarder ses lois, mais son économie. La question centrale, la seule qui vaille, c'est qui possède les moyens de production? Qui possède les usines, les terres, le capital? Pour Marx, toute l'histoire de l'humanité n'est que l'histoire de la lutte entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent que leur force de travail. Pour répondre à cette vision très conflictuelle de Marx, on a Émile Durkheim, considéré comme le père de la sociologie en France. Lui, il s'intéresse à ce qui nous lie, à ce qui crée de la cohésion. Il appelle ça les faits sociaux. Un exemple parfait, c'est la langue qu'on parle.
On ne l'a pas inventée, on ne l'a pas choisie. Elle était là avant nous et elle s'impose à nous. C'est une force extérieure, invisible, qui nous façonne et permet au groupe de tenir ensemble. Et ça nous amène à une autre fracture fondamentale. La société, au fond, c'est quoi? Est-ce que, comme le pense Marx, c'est d'abord un champ de bataille économique, où l'État est juste l'arme de la classe dominante pour maintenir sa position? Ou bien est-ce que, comme le suggère Durkheim, c'est avant tout une recherche de valeurs communes, de rituels partagés, de cohésion sociale pour que le groupe survive et prospère? Conflit ou cohésion, le débat est toujours ouvert. Allez, dernière ligne droite, on arrive au XXe siècle. Et là, les penseurs vont s'intéresser à des mécanismes de pouvoir beaucoup plus subtils, presque invisibles, qui structurent notre monde moderne. Max Weber nous donne ici une définition de l'État qui est glaçante de lucidité. Qu'est-ce qu'un État ? Ce n'est pas la justice ou le bien commun, non. C'est l'organisation qui réussit à avoir le monopole de la violence physique légitime. C'est-à-dire que seul l'État a le droit d'utiliser la force via la police ou l'armée. Le mot-clé, c'est légitime. Ça veut dire qu'on accepte cette violence comme normale et nécessaire. Mais Weber ne s'arrête pas là. Il se demande, au fond, qu'est-ce qui nous fait agir ? Il identifie 4 grands moteurs. On agit par habitude, par émotion, par conviction dans une valeur, ou alors par pur calcul, pour atteindre un objectif le plus efficacement possible. Et sa grande thèse, c'est que le monde moderne est obsédé par ce dernier type d'action. On est dans une rationalisation à outrance, où la seule question qui compte n'est plus pourquoi, mais comment. Et on termine avec Pierre Bourdieu. Lui, il est fasciné par un mystère. Comment se fait-il que les hiérarchies sociales soient si stables? Comment ça se fait que les enfants de riches deviennent riches et les enfants de pauvres restent pauvres de génération en génération? Pour expliquer ça, il a forgé ce concept hyper puissant de reproduction sociale. Et où est-ce qu'elle se cache, cette reproduction ? Eh bien, pour Bourdieu, l'un des lieux principaux, c'est l'école. On pense que l'école est juste, qu'elle récompense le mérite. Mais lui nous dit attention. En réalité, l'école valorise une certaine culture, une certaine façon de parler, certaines connaissances, ce qu'il appelle le capital culturel. Et comme par hasard, c'est le capital que les enfants des classes dominantes reçoivent à la maison. L'école vient donc transformer un héritage social en réussite scolaire et légitime ainsi les inégalités. Bon, après ce périple incroyable à travers des millénaires de pensée, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Ce qu'on a vu, c'est un dialogue permanent. C'est une conversation qui n'a jamais cessé. On est parti des Grecs qui cherchaient la société parfaite, on a vu ensuite l'idée d'un contrat pour échapper à la violence ou protéger nos droits, puis on est passé à une analyse beaucoup plus critique, en regardant les conflits économiques, la force des normes sociales, et enfin les mécanismes cachés du pouvoir et de la reproduction des inégalités. Et toutes ces idées ne sont pas juste bonnes pour des livres d'histoire. Elles sont des outils, des clés de lecture pour décoder notre monde, ici et maintenant. Alors notre société aujourd'hui, c'est quoi ? Un contrat fragile pour éviter la guerre de tous contre tous? Une arène de conflit de classe? Une machine à reproduire les élites? Ou une tentative désespérée de créer du lien? La question, bien sûr, reste ouverte. Merci beaucoup de nous avoir suivis.